trouve que c'est cool que la musique reprenne autant de place dans les biopics musicaux. C'est plutôt pour me plaire. C'est Lenteur, Call Me By Your Name, Soleil, Call Me By Your Name, et c'est Premiers émois d'un garçon vers un garçon plus âgé, Call Me By Your Name aussi. C'est clairement son esclave sexuel, il le jette d'un avion, il le noie à moitié. Enfin, je pense qu'il a des kinks et il les met à l'écran, c'est très bien, bravo. Je devenais zombie moi-même, je commençais à genre gigoter sur mon siège comme ça, c'était un peu étrange. Sachant que la première scène c'est déjà une suite de keufs où en fait le gars est sous kétamine dans un bus et l'autre mec il se fait mordre par un chien sous MD et du coup il est en train de vivre incroyable. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Bienvenue dans ce 5e épisode de La Perche part en live, en direct du cinéma L'Entrepôt. Comme les films qui ne sont rien sans leurs spectateurs, nous ne sommes rien sans nos auditeurs. Alors merci à vous qui nous écoutez et un grand merci à vous qui avez répondu à l'appel du 18 juin pour vous déplacer, nous voir malgré la chaleur. Le rendez-vous de l'été, c'est celui que nous a donné la météo, mais aussi le titre du premier long métrage de Valentine Cadic. Et c'est aussi l'été que se déroule Enzo, le nouveau film de Robin Campillo, qui est également le dernier de Laurent Contet, décédé peu de temps avant le tournage. On viendra chercher un peu de fraîcheur à l'ombre des salles de cinéma, mais aussi à Belfast, où Rich Pepiap a filmé le biopic rap Niqab. Si le réchauffement climatique menace la fin du monde, c'est d'une autre apocalypse qu'il était question dans 28 ans plus tard, suite de 28 jours plus tard, qui réunit les réalisateurs et scénaristes d'origine, Danny Boyle et Alex Garland. Et puisqu'il est question de zombies, et que c'est à mon tour aujourd'hui de me coller à l'exercice de la carte blanche, j'ai décidé de la consacré à Walking Dead, ou plutôt à la scène qui a coûté 6 millions de spectateurs à la série. Et dans tout ça, vous n'avez pas deviné le focus du jour, c'est normal, c'était mission impossible avec le programme que je viens d'évoquer, et pourtant c'est bien au tour de Tom Cruise qu'il tournera, puisqu'après l'émission, place à Collatéral de Michael Mann. Eh bien, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action ? Et bonjour à vous tous qui êtes là dans la salle. Je vais peut-être présenter... Je vais peut-être présenter l'équipe. Je suis avec Manon, avec Laurent, avec Yuri, avec Rita et avec Félix. Et avec Alban. Et Alban qui s'est caché dans la salle parmi les spectateurs, mais qui parlera. C'est un happening. Tout à l'heure, c'est un happening. Il y aura un happening comme dans toutes les émissions en live. On va commencer, Yuri, avec le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre ? Et alors, quels sont les films en tête du box-office ? Est-ce qu'on a enfin un peu de changement, un vent de fraîcheur ? Bien, un peu, puisque a débarqué cette semaine en salle le nouveau remake, prequel, reboot en live action dont Hollywood a maintenant le secret et la boulimie, puisqu'il s'agit du remake de Dragon, réalisé par le réalisateur du film d'animation d'origine, qui est un remake plan par plan de son propre film. Donc voilà, on en est à un stade. La créativité à Hollywood, c'est génial. Mais avec des vrais dragons. Avec des vrais faux dragons. Je vous invite à regarder un comparatif plan par plan de la bande-annonce, parce que c'est vraiment un stade de déliquescence avancée, je pense, de cinéma. Ensuite, on a le sempiternel Lilo et Stitch, et évidemment notre Tom Cruise, puisqu'il arrive en 3e position. Il se maintient très bien avec ses 187 000 entrées en 4e semaine. Il est suivi d'assez loin par le film de Cédric Lapiche, La Venue de l'avenir, Ballerina, dont on a parlé il y a quelques semaines, mais le film dont j'avais envie de vous parler, c'est quand même Life of Chuck, qui fait une très très belle première semaine de 81 000 spectateurs en France. C'est un film distribué par un petit distributeur, il n'a pas beaucoup de bouche à oreille ni de succès commercial aux États-Unis. Enfin, c'est un film qui est vraiment sorti de manière assez confidentielle, donc le distributeur a très très bien fait son travail, avec presque 100 000 entrées en première semaine sur un film comme ça, qu'on avait nous-mêmes du mal à pitcher la semaine dernière, puisqu'il s'agit d'une fable existentielle sur 3 temporalités qui se passe semi dans la tête d'un homme plus ou moins vivant. Vachement bien, tu vois, tu as vachement mieux pitché que moi la semaine dernière. Parce qu'en fait j'ai le temps de mûrir le truc. Et donc Indomptable, également le premier film de Thomas N'Gijol, qui fait seulement 48 000 entrées sur sa première semaine, mais c'est quand même assez impressionnant pour ce film qui est très très peu distribué, seulement 171 copies en France, donc ça veut dire que là aussi il y a eu un très bon travail de fait. Le film trouve un certain public et on ne peut qu'espérer qu'il en trouve encore davantage dans les semaines à venir. Et tous les films que tu as mentionnés, évidemment, vous pouvez retrouver les critiques qu'on en a fait, les débats critiques qu'on en a fait les semaines passées. Je me tourne à ma droite vers Rita et Félix. Vous avez tous les deux des news à nous donner. Je commence avec toi, Félix. Ouais, allez. Effectivement, il y a un partenariat entre Netflix et TF1 qui est en train de naître, et on va pouvoir accéder à toutes les chaînes TF1 justement sur Netflix. Les abonnés du coup de Netflix en France pourront regarder donc les chaînes de TF1 sur la plateforme américaine. Ce qui est trop bien, c'est qu'ils payent pour un service,
mais ils peuvent voir des trucs qu'ils peuvent déjà voir gratuitement sur le service qu'ils payent. Exactement, et ça sera mis en ligne du coup à l'été 2026. Alors on connaît pas la durée et le montant de l'accord, on sait juste que du coup ça permet effectivement d'accéder aux 5 chaînes du coup de direct TF1, donc TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 séries et films. Et du coup au programme de la série, enfin de la plateforme TF1+, donc de la série Brocéliande au jeu Koh-Lanta, en passant par le sport. Et visiblement c'est ça qui intéresse surtout Netflix, c'est de récupérer un peu le sport. Donc voilà, et l'idée c'est de pouvoir accéder à tout ça sans quitter du coup la plateforme Netflix. Donc je sais pas trop pourquoi ça profite à TF1. Peut-être qu'ils vont essayer de siphonner un peu justement l'audience de Netflix, qui me paraît quand même peu probable, mais bon voilà. En fait, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi TF1 s'intéresse particulièrement là-dedans, mais ça pourrait annoncer un changement vraiment majeur de politique de la part de ces plateformes. C'est-à-dire qu'ils pourraient devenir plus des hébergeurs que vraiment des éditeurs, d'autres petites et donc plateformes héberger d'autres scènes. Ils veulent devenir la télé en fait. Et ils redeviennent la télé. Moi, c'est ça que j'y vois. C'est une volonté. C'est clairement un projet. Ils produisent une quotidienne. Ils veulent revenir à un espèce de système beaucoup plus, avec vraiment des horaires de diffusion. En fait, Netflix est en train de devenir la télé telle qu'on l'a toujours connue. Et Prime fait la même chose. Prime, c'est l'agrégateur des autres plateformes que Netflix en France, ou Canal n'ont pas. En France, Canal+. Oui, beaucoup. Mais complètement. Mais Canal, c'est la télé originellement, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, je me demande combien de gens vont regarder LCI sur Netflix. Vraiment. J'aimerais bien voir les chiffres. Tu peux passer de Emily in Paris à LCI. Et ça, c'est super. Sans remarquer en plus. Ouais. Rita, tu voulais nous parler d'une autre plateforme. Non, je voulais vous parler du Festival d'Annecy, qui est autrement meilleure nouvelle. Le Festival d'Annecy que j'ai passé la semaine dernière, et tout plein de très belles choses. C'est vraiment un festival que je vous recommande de découvrir, parce qu'en plus c'est possible d'y aller même sans accréditation professionnelle. C'est absolument adorable, et Arco a gagné le Cristal du long métrage, qui était par ailleurs au Festival de Cannes et que vous aviez adoré. Bah ouais, on a grave aimé. Coup de cœur, De mon côté, je ne l'ai pas vu. Par contre, gros coup de cœur pour Le Secret des Mésanges, un film qui va sortir en fin d'année et qui est absolument adorable, que je vous recommande. Et au-delà de ça, on a aussi eu le Cristal du court métrage pour un film qui s'appelle Les Bottes de la nuit, qui est aussi un court-métrage français. Donc un palmarès très français cette année, où la Hongrie était mise à l'honneur. Et c'était vraiment un très mignon petit festival où on a vu plein de choses, notamment le line-up de Pixar, qui promet de très belles choses. Il y a combien de remakes et de... Eh ben rien. Rien. En fait, c'est pour ça, c'est vraiment un très beau line-up qui arrive. Il y a Elio qui sortait aujourd'hui, mais dont on ne vous parle pas aujourd'hui, qui avait l'air très mignon, qui est un film original. Ils nous ont parlé d'un film original par le réalisateur de Luca, qui va s'appeler Il Gatto Nero, je crois. Qui est un film en 2D, enfin qui est dessiné à la main. Voilà, c'est dessiné à la main, mais en 3D. On a vu des premières images et c'est très très beau, mais vraiment très beau. Ils nous ont aussi parlé d'un film qui s'appelle Hoppers, qui va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans. On a vu des premières images, ça a l'air hilarant, et c'est John Hamm qui joue qui fait la voix d'un maire de village très drôle. Le concept de Hoppers, c'est Avatar. Voilà, c'est Avatar mais avec des hamsters, quoi. C'est Avatar avec des hamsters, mais ça a l'air extrêmement drôle. Et le dernier truc dont ils nous ont parlé là, c'est une franchise, c'est Toy Story 5. J'ai vu la scène d'ouverture, ça claque sa race, genre vraiment. Donc honnêtement, Pixar, s'ils font les choses bien et qu'ils arrivent à faire leur promo et que les enfants y vont, c'est un joli slate, une jolie programme qui s'annonce. J'aime comment t'as galéré à traduire Slate, mais merci de l'avoir fait. Vous avez terminé pour vos news aujourd'hui. Et bien, on va passer au premier film dont on débat aujourd'hui. C'est 28 ans plus tard de Danny Boyle, la suite de 28 jours plus tard. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today. Donc ça fait près de 30 ans, 28 ans, que le virus s'est échappé d'un laboratoire. Pour ceux qui ont vu le premier 28 jours plus tard, c'est donc un virus qui rend les gens zombies. Et bien, quasiment 30 ans plus tard, il y a des gens qui ont réussi à la fois à vivre parmi les personnes infectées, mais on sait qu'il y a une espèce de grand confinement qui a lieu. Et il y a un groupe de rescapés qui se retrouve sur une petite île, seulement reliée au reste du monde par une route. Oui, en fait, de ce qu'on nous explique dans le début du film, ils arrivent à éradiquer grosso modo la contamination, et juste il y a la Grande-Bretagne en fait qui est contaminée, facile, c'est une île, et dans cette grande île, du coup, il y a une petite île au milieu, où du coup il y a des survivants, et on suit un espèce de gamin qui a 12 ans, qui s'appelle Spike, et qui a du coup son papa, qui est interprété par Aaron Taylor-Johnson, qui a envie un peu de l'emmener buter du zombie pour essayer de montrer... Pour en faire un vrai bonhomme. Un vrai homme, exactement. Et en fait, on nous introduit un peu à ce presque nouvel univers, parce que du coup, on est 28 ans après du coup les premiers événements, et les premiers... Enfin, on est... je crois 14 ans après le dernier film, donc du coup on est dans quelque chose de beaucoup plus survivaliste,
Même les zombies ont un peu changé. Maintenant, avant, c'était juste une espèce de masse informe, c'était des infectés qui vous sautaient dessus. Maintenant, il y a des catégories de zombies. Il y a des zombies qui rampent. Il y a toujours les zombies classiques, mais cette fois-ci, ils ont plus de vêtements, ils sont nus. Il y a les alphas, c'est des grands zombies très forts qui dirigent un peu les autres. Et il y a des zombies enceintes. Et voilà, il y a effectivement des zombies enceintes. Oui, peut-être qu'on on spoil, allez, c'est pas grave. On s'en fout. Et en fait, c'est une énorme déception. Moi, j'aime beaucoup le premier film de Danny Boyle parce que je trouvais qu'il y avait un truc assez intéressant. Il arrivait à un moment où le film de zombies, bon, c'était un peu clichetonnant, c'était Romero, et il réussissait à ramener quelque chose d'assez énergique dans ces infectés qui d'un coup courent et qui justement sont plus lents. Et même en termes de texture d'image, c'était un film qui était tourné du coup avec une caméra DV, donc enregistré sur des cassettes, donc une image très texturé, un peu sale, et du coup ça allait vraiment bien avec justement cette espèce d'idée d'apocalypse zombie. Et c'est vrai que là du coup ils ont essayé de tourner avec les iPhones parce que c'est un peu les nouvelles technologies de prise d'image, sauf qu'un iPhone aujourd'hui ça fait peu ou prou la même qualité qu'une caméra cinéma en un peu moins bien, donc du coup surtout qu'en fait ils utilisent pas l'iPhone pour sa texture d'origine, c'est-à-dire que tu sens qu'en fait ils mettent des objectifs de cinéma de ouf, que le truc est en fait retouché de malade, et qu'en fait il y a plus en fait même la notion de tourner un iPhone n'est pas exploitée pour ce qu'elle pourrait apporter. Non. Et même dans le côté tout petit en fait, parce que c'est une caméra qui est minuscule. On a vu un film à Cannes cette année qui est pas encore sorti, qui est super, qui s'appelle Left-Handed Girl, qui est tourné à l'iPhone. C'est un film qui justement utilise le côté tout microscopique de la caméra pour pouvoir vraiment se faufiler et suivre un enfant. Et là c'est rigolo parce que c'est aussi un enfant, donc ils auraient pu faire à peu près la même chose, et non, on est dans un découpage en fait visuel qui est très similaire à n'importe quel film hollywoodien, juste c'est tourné à l'iPhone. Donc ça devient une espèce d'argument marketing, mais qui en fait finalement tombe dans une espèce d'image qui est très plate, moi je trouve. Et comme du coup il y a plus de détails, les zombies qui faisaient peur dans 28 jours plus tard font plus du tout peur aujourd'hui, c'est ridicule. Donc qu'est-ce qu'il fait pour créer un peu du dynamisme et retrouver le côté un peu grudge justement du film? Et il va faire un espèce de montage extrêmement cut où ça part un peu dans tous les sens, et juste ça marche pas, c'est très artificiel, donc on est très, je trouve, distant en fait de toutes les scènes d'action. L'écriture des personnages malheureusement fonctionne pas, aussi parce que le casting est beaucoup moins intéressant que dans les premiers films. Alors Cillian Murphy revient pas. Visiblement, ils veulent en faire une trilogie, il reviendrait dans le 3e, mais enfin bon, voilà. Et donc là, moi, Aaron Taylor Johnson, c'est plus possible. Ça fait des années et des années que ce mec me touche pas. Genre vraiment, je trouve que quand il joue, ça n'a aucun intérêt. Le gamin, malheureusement, j'ai pas envie de le tracher parce qu'il est jeune, mais il est pas très bon. Après, on lui fait vraiment jouer des trucs compliqués. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute. C'est sûr. Enfin, quand tu vois que je trouve plutôt très bon dans les inepties qu'il doit dire. Oui, non, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'on voit que Jodie Comer, qui est quand même une très bonne actrice, là aussi un peu galère, c'est un peu révélateur. Il y a juste Ralph Fiennes qui arrive à la fin du film, c'est pas un spoil parce qu'ils l'ont mis sur l'affiche. Donc voilà, exactement, et qui pour le coup rehausse un peu, je trouve, le niveau global. Et même en fait en termes je trouve d'univers, le truc c'est que ça fait très longtemps qu'ils ont repoussé cette suite là, ils voulaient pas la faire après 28 semaines plus tard, alors que c'est un peu des films cultes et que ça a cartonné, parce que Danny Boyle, du coup le réalisateur, avait peur de refaire un film qui s'inscrit dans un univers qui a été en fait qui a été presque dépouillé par la fiction, parce qu'on a eu Walking Dead entre temps. Il y a eu énormément de zombies qui justement ont inondé quelque part le petit et le grand écran depuis 28 semaines plus tard, et du coup ils voulaient pas quelque part repomper un peu ses idées, en tout cas radoter. Et je trouve ça super bizarre parce que du coup ils décident 14 ans après finalement de faire la suite pour du coup faire exactement ce qu'il avait prédit, à savoir avoir une espèce d'esthétique survivaliste qu'on a déjà vu 15 000 fois, des séquences d'action que je trouve pas très inspirées parce qu'on a vu vraiment mieux dans typiquement un film comme Dernier Train pour Busan. Enfin, du coup, vraiment, juste, c'est un film qui est extrêmement plat. C'est pas non plus hyper désagréable à regarder. Je pense que si vous voulez aller potentiellement vous faire un peu peur au cinéma, pourquoi pas, ou si vous voulez le regarder le dimanche soir, comme nombreux films qu'on critique en ce moment, c'est ok. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas du tout un grand film de cinéma qui révolutionne quoi que ce soit ou qui apporte un truc novateur aux zombies, quoi. C'est un peu dommage parce qu'on était quand même content de retrouver Alex Garland, mais qui sort un film sur Amazon en tant que réalisateur. Ouais, on parlera la semaine prochaine. Ouais. Tu vois, même à l'écriture, Alex Garland, qui est le scénariste du film et qui était le scénariste du premier film, je vois un peu ce qu'il essaye de faire avec cet enfant qui grandit un peu trop vite dans un monde d'adultes, machin. Enfin, il y a des trucs qui sont intéressants, mais en fait, malheureusement, ça tombe à plat parce que les dialogues sont pas très bien écrits, parce que la réalisation cannibalise un peu justement l'écriture. Du coup, même ça, en fait, quelque part, les thèmes qu'il essaie d'aborder, je trouve, émergent pas plus que ça. Et puis le parallèle avec le Brexit, moi je le trouve lourdingue, donc voilà, c'est un nom pour moi. Yuri, t'es un peu plus tendre que Félix? Non, enfin moi j'étais scandalisé. Enfin, il a passé la séance à soupirer, donc je pense pas. Parce que je devenais zombie moi-même, je commençais à gigoter sur mon siège comme ça, c'était un peu étrange. Non mais
En fait, l'impasse dans laquelle se met le film est assez prodigieuse. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette espèce de truc de dire on va tourner à l'iPhone, on va faire ressembler ça aux images d'aujourd'hui, entre guillemets, en réalité, le film ressemble à un film YouTube de 2012, quoi. Ouais. Donc en fait, on est dans un truc dit, mais en fait, ça, comment, dans quel monde ça coûte 50 millions de dollars à produire ? Puisque visiblement il suffit de demander juste à ses potes de se peinturlurer avec de la gadoue et faire comme ça pour que ça soit crédible. Enfin, il y a un truc où vraiment tu pardonnes ça à un film fait par des ados qui se font chier l'été, tu pardonnes pas ça à une super production hollywoodienne. En tout cas, tu le pardonnes à la percher dans le cadre dans les micro-critiques. Hein. Oui, t'as pas le choix. Exactement. Je vais pas revenir là-dessus. Suivez-nous sur Instagram. Ou pas. Mais du coup, il y a un vrai truc moi d'impasse vraiment du projet, et en effet l'écriture des personnages elle est poussive au possible, donc voilà, ça sert à rien de cracher dessus outre mesure, mais c'est vraiment presque un film zombie, quoi. C'est vraiment, tu sens qu'on a ravivé le truc, on lui dit allez vas-y cours, tu peux y arriver, et puis en fait le truc il arrive à peine à marcher, c'est très boiteux et il fait juste des bruits étranges, donc non pour moi aussi. Tu parlais d'ados qui sont chiés l'été, et bien il se trouve que c'est le programme du deuxième film dont on parle, Enzo de Laurent Contet et Robin Campillo. Enzo, t'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi. Ok, donc tu seras maçon toute ta vie. Et alors ? C'est déshonorant ? Bon, je pense que la bande-annonce nous dit le pitch, mais globalement, c'est l'histoire de Enzo, 16 ans, qui est apprenti maçon à la Ciotat. Il est pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, mais le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable et étouffant de sa vie familiale. Et c'est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur le film. J'entends Laurent soupirer dans mon oreille. Rita, déjà, on va peut-être revenir sur la genèse un peu de ce film qui est assez particulière, parce qu'en fait, le film est signé Laurent Contet et Robin Campillo. En réalité, ça aurait dû être le dernier film de Laurent Contet, et il est mort avant le tournage, et donc Campillo l'a remplacé sur le tournage. C'est ça, et du coup le crédit du film officiel, c'est un film de Laurent Contet réalisé par Robin Campillo, ce que je trouvais très mignon comme formulation, honnêtement. Il est mort, en fait ils l'ont écrit ensemble et Laurent Contet devait le réaliser, il est décédé avant de pouvoir, donc c'est Robin Campillo. De ce fait, j'y allais plus indulgente que je pense que de nature, alors qu'en vrai ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Enfin, les conditions n'ont pas eu d'influence, je pense, sur le film que j'ai vu, parce c'est pas comme s'il était mort au milieu du tournage. Ceci étant dit, la bande-annonce m'a vraiment donné de l'urticaire, parce que c'est donc un film un peu lutte des classes sur un garçon qui vient d'une famille bourgeoise et qui veut s'inscrire au contraire. C'est-à-dire que quand il dessine bien, ses parents lui disent ok, on va te donner des contacts pour faire les beaux-arts, et lui il répond non, je veux être maçon. C'est un peu ça l'ambiance du film. C'est Lenteur, Call Me By Your Name, c'est Soleil, Call Me By Your Name aussi, et c'est Premiers émois d'un garçon envers un garçon plus âgé, Call Me By Your Name aussi, mais pas du tout une histoire d'amour comme dans Call Me By Your Name. C'est un film où il y a plein de choses qui essayent de se disputer, notamment, donc, comme tu l'as dit, il y a une histoire avec l'Ukraine. Alors là, d'un degré de bas les couilles, mais vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que c'est arrivé, parce qu'en fait, donc il tombe amoureux d'un garçon qui est ukrainien, qui a la vingtaine, et qui bosse sur un chantier, et qui est contre la guerre, parce que lui, il dit que maintenant il est français. C'est dit en dialogue, d'une lourdeur pas possible, et c'est jamais traité ensuite. En fait, j'ai pas envie de taper sur le film parce que je sais que tu vas le faire, Laurent, donc c'est pour ça que moi ce que vous pourrez y trouver, c'est le sentiment de l'été et du désarroi adolescent, surtout de l'adolescence bourgeoise, où on sent le poids des opportunités qu'on n'a pas envie de prendre pour autant. Moi, ce que je trouve intéressant et que je noterai, c'est une scène du film que je vais me permettre de vous dire, qui est au début du film. Donc clairement, non seulement il veut pas être avec sa famille, mais en plus il bosse mal sur le chantier, il s'en fout, l'ado, et en fait son boss maçon va lui dire ok, on va aller voir tes parents pour leur expliquer, parce que t'es là pour un stage et tu fais n'importe quoi, donc peut-être que c'est pas ta place. Et il a un ton très agressif envers l'ado, en mode arrête de te branler. Il va voir chez ses parents, il arrive dans la maison, il voit que la maison c'est une maison de ultra riche, avec des grandes baies vitrées, et il change complètement sa personnalité, et je trouve ça vachement intéressant dans le contexte du film, parce que d'un coup l'ado réalise que son boss, en fait, il lui crie pas dessus s'il sait qu'il est riche. Enfin, il y a plein de questionnements comme ça et de scènes intéressantes à travers le film. Pour autant, je me suis un peu ennuyée, et il y a des moments où j'avais un peu envie d'encastrer Pierfrancesco Favino, alors que je l'adore, mais même s'il a très bien appris le français, enfin c'est bravo.
Mais il devait savoir parler français déjà avant. Bah non, dans Monte Cristo, on comprend pas ce qu'il dit. Hein. Donc, je crois que c'est plus méchant, non, je suis d'accord, mais je crois que c'est plus le rôle et qu'on le fait un peu baragouiner. Oui. Enfin, en tout cas, là, on le comprend, il est intelligible, c'est un bon point. C'est un des meilleurs acteurs italiens. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que là, il est pas aidé. En fait, les dialogues sont mauvais. Et c'est trop dommage parce qu'il y a des choses intéressantes, encore une fois, sur ces ados. Mais c'est toujours difficile de faire jouer des acteurs dans pas leur langue, quoi. C'est-à-dire qu'ils sonnent toujours souvent faux. Oui, mais là, il est français, hein, en tout cas francophone, le personnage de Enzo. C'est mon plus grand souci, c'est que ce garçon ne m'a pas touché de début à la fin et que j'avais un peu envie de le secouer. Parce qu'en fait, il agit vraiment comme un petit con et il est quand même. Il se rend pas compte non plus de la violence bourgeoise qu'il exerce parfois sur les gens, notamment sur ces gens ukrainiens, j'en dis pas plus. Et je suis un peu. Je sais pas ce que le film a essayé de me dire, à part que être ado c'est difficile, mais enfin, ça l'est difficile pour tout le monde, quoi. Donc. Laurent. Non, mais en fait, tu soulèves des trucs du film. Il y a. En fait, il y a des thématiques je pense qu'ils auraient aimé traiter, mais ils ont rien fait. C'est-à-dire que la réalité, c'est que le film, il est pas fait. Le personnage, il est pas écrit. Les relations qu'il a avec les autres sont pas écrites, sont pas construites, sont pas réfléchies. Je peux comprendre que y ait un vague intérêt. C'est le dernier film de Laurent Cantet qui a fait des choses bien plus intéressantes. Je veux dire, Laurent Campillo, c'est pas un perdreau de l'année, c'est quand même un type qui a fait des films qui ont marqué. Honnêtement, c'est une séance pénible. J'ai rarement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi mal fait et je trouve ça particulièrement rageant de la part de gens qui sont censés savoir ce qu'ils font. Donc non, c'est une catastrophe en fait. C'est-à-dire que c'est même pas la thématique du film, c'est même pas le fait que ce soit un film d'auteur et que ce soit pas trop mon truc, parce que ça, à la rigueur, c'est peut-être pas trop mon truc, mais il y en a des bons. J'aimerais juste dire que c'est. Alors, tu parles d'amateurisme, juste visuellement, c'est pas c'est pas beau non plus, mais. Je suis pas là pour le coup, je suis pas hyper d'accord. Il y a quand même un truc solaire qui s'en dégage. C'est si difficile. Tu vas sur la Côte d'Azur, tu filmes. Non, alors on a franchement, il y a des même Robert Guédiguian, il arrive à faire ça. Mais non, mais surtout moi, au-delà de l'aspect solaire, il y a un aspect manuel par rapport à la maçonnerie où c'est des choses qu'on voit pas souvent au cinéma, surtout dans le cinéma d'auteur, qui sont assez belles à regarder. Non, mais en fait, c'est juste que je dis pas que moi je dirais pas que personne n'a taffé. Je pense qu'il y a un problème de scénario qui est très fort, mais je dirais pas que personne n'a taffé, quoi. C'est les producteurs de Anatomie du chute et de 120 battements par minute, c'est Marianne Giussiani, c'est quelqu'un de très sérieux pour le coup. Mais c'est peut-être aussi lié au fait que c'est un peu difficile de reprendre un scénario. Enfin, J'allais dire, on l'a vu avec. Je pense qu'il y a les conditions de production de film ne sont pas non plus complètement à exclure dans un objet. Si je dis pas de bêtises, c'était AI Intelligence Artificielle où il y avait eu ça, ou avec une reprise de Spielberg du scénario plus compliqué de Kubrick. Compliqué aussi. En fait, on voit quand même que s'inscrire dans un univers qui est pas le tien au départ, c'est pas simple. Alors peut-être, mais alors du coup, il aurait peut-être fallu pas faire le film. Enfin, tu vois, honnêtement, on peut pas proposer ça aux gens. Moi, je suis pas d'accord. Vraiment. Et il a été proposé au Festival de Cannes. Écoute, on vous déconseille plutôt de voir le film, Rita. Oui, mais non, mais pour de vrai, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. Hein. Moi, c'est pas mon délire, mais. Franchement, je comprends pas pourquoi. Non, mais je dis ça, c'est-à-dire que je veux pas non plus le détruire parce qu'en vrai, c'est le coup de cœur de plein de gens à qui j'ai parlé et dans la presse aussi. Donc, moi, j'ai pas trop aimé. Pour eux, mais je sais, mais je dis, j'essaie de nuancer un peu le truc, Laurent. Donc, on tempère. Allez-y, si c'est votre cinéma, vous pouvez aussi remater Call Me By Your Name, avec lequel le film a effectivement un vrai lien de parenté. Entre les murs, un très bon film de Laurent Cantet. Hein, oui, on peut aussi effectivement conseiller la carrière de Laurent Cantet, celle de Campillo. Voilà, on va partir dans un tunnel. On va s'intéresser à une autre carrière en focus, puisqu'on fait une petite pause dans les débats pour s'intéresser à Tom Cruise. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors, si vous écoutez l'émission toutes les semaines, vous savez qu'en général, il y a un lien thématique entre notre focus et les films dont on parle. Cette semaine, exception, puisque en fait, on fait un lien avec le film qu'on vous projette ensuite. On avait juste envie de projeter Collatéral. Ouf, on avait juste envie de projeter Collatéral de Michael Mann, donc on a trouvé une excuse, on s'est dit ça va, Mission Impossible n'est pas sortie il y a si longtemps. Petit focus, Tom Cruise, parce que c'est quand même un comédien qui a une carrière et une vie à côté particulièrement intéressante. Je vais utiliser ce terme pour le moment. Laurent, déjà, qui est Tom Cruise et comment il est arrivé au cinéma? Alors, tu as 4h30. Vous ne connaissez pas Tom Cruise, hein, j'imagine. Il s'appelle Thomas Cruise Mapother de Fourth, donc le 4e. J'aime bien cette habitude maintenant que tu donnes le nom complet des gens. En fait, c'est marrant parce que pour le coup, lui, il a Wesley Anderson aussi est passé par là. Et donc, oui, parce que du coup, en fait, il se fait appeler Tom Cruise, mais Cruise, c'est son deuxième prénom en réalité, je pense. C'est donc un acteur américain que vous connaissez. Il est né en 1962 dans un milieu assez pauvre, voire très pauvre, et en fait, durant toute sa jeunesse, il va beaucoup déménager
poursuivre les déplacements professionnels de son père et il va même changer beaucoup d'écoles. Il va faire quand même 15 écoles en 14 ans. Aussi probablement parce qu'il s'est un peu fait virer, je pense, à droite à gauche. Son père, manifestement, était abusif, battait ses enfants et donc il a vécu quand même dans cet environnement très difficile jusqu'au moment où sa mère a décidé de quitter son père durant son adolescence. Et en fait, il décide de lancer sa carrière très tôt, à 18 ans. Et sa carrière décollera assez vite parce qu'il obtient son premier rôle au cinéma en 1981 dans un film qui s'appelle Un amour infini de Franco Zeffirelli, où il joue un petit rôle aux côtés de Brooke Shields, qui est un des rôles principaux. Et sa carrière, en fait, très rapidement, va démarrer fortement, avec ses premiers grands succès en 1983, avec The Outsiders de Coppola et Risky Business, qui sont un peu les deux grands films qui l'ont fait connaître. Et c'est un peu, à ce moment-là, qu'il va devenir un des jeunes acteurs un peu les plus en vue de cette génération du Brat Pack. Alors s'il y a toute une discussion, est-ce qu'il fait partie du Brat Pack ou pas, on va pas rentrer là-dedans. Rappelle s'il te plaît, c'est que le Brat Pack, c'est en gros, c'était un truc qui a été utilisé par la presse dans les années 80 pour désigner les jeunes acteurs d'à peu près la génération de Tom Cruise, donc des gens qui avaient une vingtaine d'années et qui faisaient un peu les films ensemble, notamment dans The Outsider ou autre, avec Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Robert Downey Jr., etc., qui plus ou moins tous fait partie de ça. Et en fait, il va même devenir, un peu au-delà de ça, un des acteurs les plus connus de sa génération assez rapidement avec Top Gun de Tony Scott, dont je pense que Yuri reparlera un peu plus tout à l'heure, qui sort en 1986. Mais c'est à ce moment-là qu'il prend aussi un tournant majeur dans sa vie. Donc c'est moi qui vais m'attaquer à ça en devenant scientologue, grâce à la rencontre de Mimi Rogers, une actrice un peu de seconde zone qui n'a pas une carrière extraordinaire, mais qui deviendra sa femme de 1987 à 1990. Alors la scientologie, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une... J'adore qu'on parte par là. À l'applaudimètre, qui connaît la scientologie? Wow. Bravo. Ah oui, bravo. C'est faible. Non, quand même. C'est faible. Donc la scientologie, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une secte américaine basée sur les écrits d'un auteur de science-fiction raté qui s'appelle L. Ron Hubbard. Et si j'ai bien compris, parce que je vais pas aller non plus trop profond dans ce rabbit hole, parce que t'as pas encore atteint le stade, franchement, t'es pas prêt à recevoir. En fait, Wikipédia est trop fourni. Il y a trop de trucs, je vais pas passer 4 heures à tout lire. J'avoue, moi je crois que j'ai passé 4 heures à tout lire, donc je peux t'aider à tout moment. Mais du coup, si j'ai bien compris, ça se base sur l'idée que la souffrance des êtres humains vienne de ce qu'ils ont été infectés par des tétans, des tétans qui sont des âmes d'extraterrestres qui ont été exterminés sur Terre il y a 75 millions d'années par un empereur galactique maléfique qui s'appelle Xenu. Xenu ayant lui-même été emprisonné dans une prison électronique dans une montagne qui serait peut-être dans les Pyrénées. Il y a une discussion apparemment parmi les spécialistes. Et encore, voilà, ce n'est que la surface. Il y a des trucs assez incroyables dans la scientologie. Si vous voulez, chez Wikipédia, n'hésitez pas. Ou alors juste parler à Elisabeth à la fin de l'émission. Coucou. Même si dans l'absolu, c'est globalement une secte qui sert à piquer du fric à ses membres et qui est enregistrée d'ailleurs comme une religion aux US pour ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire c'était vraiment dans les projets de base de L. Ron Hubbard. Tom Cruise, en fait, il a été exposé très tôt dans sa carrière et il reste a priori aujourd'hui scientologue, même un scientologue assez sérieux. Même si sa relation avec l'Église a été un peu en dents de scie, on va dire, a connu un peu des hauts débats. En fait, l'info qu'il est scientologue a été révélée en 90 par la presse. Il va l'assumer publiquement qu'en 1992. Il a même d'ailleurs affirmé que la scientologie avait réussi à le guérir de sa dyslexie. Parce que pourquoi pas. Et il semblerait qu'à la fin des années 90, il y ait des hauts gradés de l'Église qui lui aient révélé les secrets de la scientologie, notamment des secrets sur Xenu, et que ça lui aurait fait un peu péter un câble et il aurait un peu pris ses distances avec l'Église. Il a été déçu. Avant. Enfin, je sais pas s'il a été déçu ou s'il a trouvé ça trop incroyable. Enfin, c'est difficile à dire. C'est un peu des propos rapportés dans des bouquins. C'est assez difficile d'avoir des infos sérieuses là-dessus. Et il a fini par être rattrapé par la secte parce qu'il est très pote avec un des membres importants de la secte qui a réussi à le convaincre de revenir et il va devenir du coup par la suite un des porte-parole à peu près officiels de la scientologie dans les années 2000. Et ça va un peu se calmer parce qu'il va y avoir de plus en plus de controverses qui vont être liées à ça. Ça va faire du mal à sa carrière même. Ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes parce que notamment sur ses positions anti-psychiatrie et globalement un peu anti-science qui sont liées à la scientologie. On parle sa relation avec Cathy Holmes et leur fille Suri qui a été quand même un drama pas possible. Où aujourd'hui je crois qu'il les voit plus. Enfin il y a des histoires voilà comme ça. Et en fait surtout à partir de début 2008 il y a eu tout un drama autour de la vidéo qui avait été tournée pour la scientologie où on le voit en
fait, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, que vous pouvez aller voir, où on le voit en fait raconter strictement n'importe quoi et avoir l'air complètement fou. C'est là où il a fou rire sur fou rire. Voilà, c'est là où il a des fou rires sur des trucs qui n'ont aucun sens. Elle est disponible depuis 2020 pour la voir. Avant, elle était plus sur internet pendant. Ouais, enfin, elle était disponible. YouTube, quoi. Mais parce qu'en fait, il y a eu tout un truc pas possible où en effet il y a eu des procès et tout, mais bon, maintenant elle est dispo. Et donc en fait, depuis 2008, depuis vraiment ce moment-là, il refuse systématiquement de répondre à des questions sur la scientologie. On a interdiction de lui poser des questions là-dessus. Il semblerait qu'il en fasse toujours partie, que ce soit toujours un membre très actif, mais on sent que clairement sa carrière a passé un sale quart d'heure depuis à cause de ce moment-là, et que du coup il a vraiment arrêté d'en parler, quoi. Alors Yuri, toi tu vas revenir sur la première partie de la carrière de Tom Cruise et évidemment qui est toujours liée à la scientologie. Qui est toujours liée à la scientologie, notamment, enfin, je pense qu'on en reparlera au moment de Mission Impossible, parce que c'est quand même Tom Cruise a très très vite conscience, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, et je pense que son obsession, quelqu'un de très obsessionnel, et je pense que son obsession pour le cinéma, il a très vite conscience de ce qu'il peut représenter à l'écran, et donc il a très très vite en fait conscientiser sa fonction en tant que ce qu'il appelle lui-même le leading man, donc l'acteur principal, le jeune premier dans les années 80, et du coup de se forger cette image-là en choisissant très très minutieusement ses rôles. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire du Hollywood classique, l'histoire du cinéma en général, et donc c'est quelqu'un qui dès le début de sa carrière a compris que tous les rôles qui se forgeaient, tous les rôles qu'il choisissait forgeaient une histoire parallèle presque à celle qu'il racontait dans ses films. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que sa carrière est complètement dans ce moule-là, puisque dans cette décennie qui commence avec Top Gun et qui, on va dire, va jusqu'à la fin des années 90, il va comme ça collectionner à la fois les rôles de blockbusters prestigieux comme Top Gun ou comme Jour de tonnerre, qui vont être ces deux grands films avec Tony Scott, mais également où il va sans cesse aller chercher les grands cinéastes du moment. Et ça va commencer par Francis Ford Coppola, et ça va aller jusqu'à Brian De Palma, qu'il va choisir pour réaliser le premier film de sa franchise. Et c'est quelqu'un qui n'aura de cesse pendant cette décennie-là de prouver qu'il n'est pas seulement le jeune premier poster boy de Top Gun, mais qu'il est un vrai comédien avec une vraie palette dramatique. Un des moments où ça va se cristalliser le plus, c'est autour de Interview avec un vampire. Tu comptais en parler ? Entretien avec un vampire. Entretien, Interview with a Vampire en anglais, où l'autrice du roman et du scénario, Anne Rice va publiquement le désavouer en disant voilà, c'est impossible que Tom Cruise fasse un bon travail, et lui va tellement s'investir dans la production qu'il a plus ou moins la forcé à s'excuser publiquement d'en avoir douté. Et c'est un peu ce moment-là où il va un peu plus tenter de prendre le contrôle sur les productions qu'il fait, et ça va aussi de pair avec son investissement dans la scientologie, puisqu'il y a une forme de messianisme dans cette secte, de dire que voilà, en étant impliqué, on devient un être extraordinaire, et donc cette forme de contrôle et de contrôle à la fois sur sa carrière, son image et sur les rôles qui va plus ou moins commencer à s'écrire à partir de ce moment-là, vont aussi en être le reflet. Mais donc ce qu'il faut retenir, je pense, de cette décennie années 80, années 90, c'est vraiment quelqu'un qui va en permanence avoir conscience de son image, va essayer de la faire muter, va choisir avec énormément de minutie et de conscience de leur cinéma, de leur style, comment ils peuvent lui apporter des choses, et notamment ça va être le cas avec Paul Thomas Anderson, comment ils peuvent en fait faire évoluer son image, et comment il va en permanence à la fois la réinventer, la cimenter et écrire une sorte d'histoire parallèle de Tom Cruise, le héros de cinéma, à celle de son histoire, de sa biographie personnelle. Rita, ça va avoir une implication sur les films qu'il choisit et son style de jeu. C'est ça, parce qu'en fait, cette volonté de casser cette image de jeune premier et de reprendre un peu son contrôle, c'est paradoxal parce que c'est pile le moment dont tu as déjà un peu parlé, Laurent, où sa carrière va se heurter le plus à son image publique en cause ses croyances. En fait, pour plus être vu comme idole des ados, il va tourner, comme tu le disais, avec Tony Scott, Ron Howard, Sidney Pollack, Cameron Crowe, Paul Thomas Anderson, Edward Zwick, Spielberg, et évidemment Kubrick et De Palma pour ses rôles les plus iconiques aujourd'hui. Mais il se distingue en incarnant vraiment à ce moment-là des personnages torturés, complexes, pleins de paradoxes, pas seulement des action figures comme on l'a pas des poster boys, quoi. Voilà, pour faire vraiment que des anglicismes. Ouais, et je vais pas vous demander de les traduire, ceux-là.
Et personnellement, sa vision typiquement du gourou masculiniste d'avant-garde dans Magnolia de Paul Thomas Anderson, ça m'a marqué pour la vie. Et ça m'a surtout prouvé que Ethan Hunt pouvait disparaître pour laisser Tom Cruise se fondre lui-même dans d'autres personnages. Ce qui, moi j'ai grandi avec le Tom Cruise de Mission Impossible et je pensais pas qu'il était capable de ça en fait. Et en parallèle, il essaye de reprendre le contrôle sur les rumeurs sur sa vie privée. Et en fait, Tom Cruise, c'est un mec de procès. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui parce qu'il a un peu on a un peu cette vision-là maintenant, dans les années 2020, de lui en tant que le sauveur du cinéma. Mais il a attaqué en justice toute personne, tabloïd, journal, blog, qui mentionne sa prétendue homosexualité, parce que ça a été un big thing dans les années 90-2000 de est-ce qu'il est gay, oh là là. Et il y a une quinzaine de procès en fait qui rendent ces affaires très médiatiques. On appelle ça l'effet Streisand, quand on n'a pas envie de parler d'un truc et qu'on attaque en justice, du coup tout le monde parle du truc. Et tout ça culmine en 2012 quand il attaque en diffamation un journal qui affirme qu'il a abandonné sa fille de 6 ans parce qu'il l'avait supposément pas vue depuis 100 jours. Cruise, c'est aussi à cette époque-là le grand prêcheur de la scientologie. Il a essayé de convertir de nombreuses stars. En fait, au-delà d'être connu pour ça, en coulisses, il allait voir plein de gens en disant venez, c'est incroyable, notamment Nicolas Sarkozy. Ça et Jean-Claude Gaudin, je crois. Ouais. Et du coup, il s'est fait. Et du coup, c'est à partir de là, c'est à partir de là que la scientologie a été considérée comme une secte sérieuse en France, en fait. Il venait pas avec plus ou moins ses tantes, etc. sur les tournages. Comme Kadhafi. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui critique publiquement la psychiatrie, les antidépresseurs. Il fait plein d'interviews loufoques. Il parle sur un ton délirant. Vous avez mentionné cette vidéo-là, mais il y en a d'autres. Il y a l'interview chez Oprah où il dit qu'il est amoureux. On dirait qu'il est starbé. Il y a rien qui va. Et en fait, de plus en plus, il passe de l'image d'un jeune premier à pas ce qu'il voulait, à savoir un acteur sérieux, mais plutôt un maniaque sectaire de la trentaine puis de la quarantaine. Et les rôles qu'il incarne, ils ont beau être grandioses, il a beau avoir un art du jeu qui se peaufine et qui font de lui un maître, il peine toujours à se faire reconnaître comme un acteur sérieux. La faute cette fois-ci non pas à son apparence physique, mais à sa réputation médiatique. Pour autant, il a eu une période où on le pensait passer du côté Oscar et acteur sérieux de l'industrie, particulièrement en 94, t'en as parlé Yuri, avec cette affaire d'interview avec un vampire. Et d'ailleurs, l'autrice du livre a même payé un journal pour une pub dans un journal en fait pour mettre pour l'insulter globalement. Non, à la fin elle a payé pour mettre combien elle avait adoré sa performance dans le film. Okay. C'est-à-dire qu'à la fin elle a vraiment changé d'avis, hein. C'était pas juste elle a pas juste été obligée par la prod quoi. Et je pense qu'il fallait faire un point Michael Mann collatéral, Félix. Oui, parce que c'est quand même le film qu'on projette ce soir. Déjà, avant de parler de Tom Cruise dans Collateral, pourquoi Collateral c'est un super film hyper important, déjà parce que c'est trop bien, mais surtout c'est un des premiers films qui utilise une caméra numérique, parce qu'en fait à l'époque, en 2004, c'était pas du tout courant. Et du coup, c'est assez marrant pourquoi moi je suis assez content qu'on projette ça, c'est que du coup, il y a aussi, ça représente un peu un espèce de turning point dans sa carrière, enfin tu vas y revenir un petit peu Rita, mais où il va vraiment se concentrer et devenir exclusivement une espèce de star d'action, qui est permis par l'avènement du numérique. C'est parce qu'on commence à tourner en numérique, les caméras se rétrécissent, etc., qu'il peut faire toutes ces bêtises dans Mission Impossible. Donc déjà, ça, je trouve que c'était assez intéressant. Et surtout, c'est un rôle pour lui qui est beaucoup plus cérébral que physique. Après, il y a quand même une ambiguïté. Il a quand même appris le maniement des armes. Je crois qu'il a voyagé un peu dans Los Angeles incognito pour essayer de voir comment qu'est-ce que c'est que de ne pas être célèbre, visiblement. Mais ça reste un rôle qui est vraiment basé quand même sur une espèce de psychologie. Enfin, un vrai travail, je trouve, de proposition et de dramaturgie dans son personnage. Et surtout, c'est le seul rôle de méchant, en fait, de Tom Cruise. Parce que jusque-là, même dans Entretien avec un vampire, même dans Magnolia ou Eyes Wide Shut, à chaque fois, c'est des connards, mais qui ont toujours ils sont un peu rachetés par... qui ont des problèmes avec leur père, leur machin, leur truc. Et en fait, quelque part, on découvre qu'ils ont un cœur. Et là, vraiment, c'est juste un tueur froid et sanguinaire. Et ça marche trop bien. Comme quoi, je sais pas si c'est la scientologie, mais Tom Cruise, moi, je pense que j'ai trop envie de le voir. Mais moi, je pense que dans ce que tu dis, c'est là aussi où c'est intéressant, où en fait je pense qu'il est très très conscient bizarrement des choix de carrière qu'il fait, même à ce moment-là. C'est le moment où justement il est aussi dans l'œil du cyclone, il commence à être dans l'œil du cyclone en tant que méchant médiatique, et du coup il prend ce rôle de méchant de fiction qui est toujours en fait, tous ses choix de carrière sont toujours un peu en miroir de ses choix personnels, et c'est ça qui est fascinant même dans Collateral, c'est de dire que c'est en fait son seul rôle de méchant, mais à un moment où il entame aussi sa vilainification médiatique et publique. Et d'ailleurs, donc ces 2 décennies folles se terminent selon moi en 2008, quand il se transforme totalement pour la comédie Tropic Thunder de Ben Stiller. D'ailleurs, c'est lui qui a demandé à jouer ce rôle. Tonnerre sous les tropiques en français. Tonnerre sous les tropiques. Je vous invite à regarder si vous n'avez jamais vu. Bon, déjà regardez le film et regardez particulièrement la scène de Tom Cruise et dites-moi si vous savez que c'est Tom Cruise. C'est un de ses rôles les plus incroyables en fait. C'est dingue. C'est ça qui est fou. Il marque vraiment les esprits à ce moment-là, et c'est pile à ce moment-là, donc quand on regarde en parallèle de ses procès, que c'est le plus la merde, et donc il se tourne ensuite vers le cinéma d'action et de franchise et se retire progressivement de la vie publique. À ce moment-là, il accepte plus les interviews, sauf si c'est au
au sujet des films, et même pas au sujet des films, mais au sujet de le cinéma. Et en fait, il va plus s'aventurer ni dans des formes de cinéma aventureux ou subversifs, ni dans des interviews réelles autres que « et donc vous avez bossé pour ce film ». C'est à ce moment-là aussi qu'il commence à s'intéresser à la production, seulement sur les films de la saga Mission Impossible au départ, mais ensuite dans tous les projets dans lesquels il est impliqué. Oui, parce qu'il faut noter quand même que Tom Cruise, du coup, a produit le premier Mission Impossible en 96, et depuis, je crois qu'il produit quasiment tous ses films. Ouais. Mais c'est vrai que l'année 2010, c'est quand même l'avènement du Tom Cruise producteur, en fait, en vrai, où il va venir faire des projets exclusivement presque que pour lui. Et c'est aussi du coup l'espèce de décennie où il va vraiment du coup complètement entrer et s'enfermer dans le cinéma d'action. Il va faire quasiment plus que ça. Et en même temps, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est aussi le moment où il va commencer à travailler et produire des films qui sont originaux, en tout cas dans le début des années 2010 jusqu'à 2015. Et il va s'entourer de réalisateurs un peu comme ce qu'ils faisaient dans les années 90, qui sont des réalisateurs un peu moins de marque. On va dire que c'est des bons faiseurs. Un faiseur, c'est un réalisateur qui a pas non plus des velléités artistiques énormes, mais qui accouche quand même de très bons films parce que en termes de facture, c'est bien fait. Donc, mais parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui parlent de Tom Cruise comme étant un réalisateur frustré, c'est-à-dire qu'en fait il adorerait, je pense, réaliser ses propres films, mais il a conscience que c'est pas possible. Que c'est hyper compliqué. Mais je reviendrai à ça. Et donc du coup, ça va être donc James Mangold qui a du coup récemment fait le biopic sur Dylan, qui a réalisé Night and Day en 2010. Ça va être Christopher McQuarrie, on va revenir sur McQuarrie, qui a réalisé Jack Reacher en 2012. Ça va être Joseph Kosinski qui réalise Oblivion en 2013 et Doug Liman qui réalise Edge of Tomorrow en 2014. Doug Liman, je le mets un peu à part parce que c'est un Irlandais, il a un peu plus de velléité d'auteur, mais bon, voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et même pour son 4e opus du coup de Mission Impossible, il va aller chercher Brad Bird, à la base un espèce de réalisateur justement de génie derrière Les Indestructibles et Le Géant de Fer. Et c'est assez rigolo qu'il aille chercher Brad Bird parce que c'est un réalisateur qui fait de l'animation, et la saga Mission Impossible, à partir du 4, va un peu ressembler à des films d'animation qui vont complètement s'émanciper de la réalité et de toute forme de physicalité. Donc je trouve que c'est assez rigolo que ça soit un peu le point quelque part névralgique de la détérioration de la saga Mission Impossible. Ça et autre chose, mais pareil, j'y reviendrai. Et surtout, en fait, dans ce Mission Impossible, il y a la fameuse scène d'action de Burj Khalifa où Tom Cruise va réaliser lui-même sa cascade et ça va être le déclic. Il va se dire, mais en fait, j'ai envie de faire n'importe quoi. Et à partir de là, acteur, producteur, réalisateur, cascadeur. En fait, il a toujours réalisé plus ou moins ses propres cascades. Oui, je veux dire, sauf que c'est là où ça devient le storytelling autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à dire, mais en fait, vous savez, Tom Cruise est tellement exceptionnel qu'il fait tout seul. Ça devient un argument marketing, en fait. Oui, et je pense que ça devient une espèce de challenge de faire toujours plus de cascades, etc. Il y a aussi cette idée-là et des cascades de plus en plus dangereuses. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est débilement dangereux parce qu'il y a les assurances, le truc. En fait, le bordel que ça fout, que ce soit lui qui le fasse, montre que ça a forcément un impact marketing et sur le film. Ou sinon, vraiment, je pense que tout le monde en empêcherait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, cette début de décennie 2010, elle est marquée par des tentatives du coup pas de cinéma d'auteur, mais en tout cas de films un peu originaux, alors que Hollywood s'enferme dans les côtés franchises avec les Avengers et compagnie. Et en même temps, du coup, ce Mission Impossible qui du coup cartonne, et aussi donc Jack Reacher qui est, je pense, de tous ces petits films, le film le plus banal parce que lui, il joue en espèce de... C'est un pur actionneur qui sort des années 80, hein. Il joue en espèce de gars qui pète des gueules, et ça triple son budget. En fait, c'est tiré d'une série de bouquins, où justement, qui a été réadapté en série, pas pour les fans du bouquin, bien mieux, parce qu'en fait, Jack Reacher, il est censé faire genre 1m95 et 150 kg de muscle. Et donc, du coup, il pète la gueule à tout le monde, c'est ça le délire de Jack Reacher, il est très énervé, il casse la gueule à tout le monde, sauf que Tom Cruise, il fait 1m60. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre dans le film. Bon, film qui est sympathique et qui est réalisé du coup par Christopher McQuarrie, et en fait, il y a donc Oblivion et Edge of Tomorrow, qui sont des films qui vont être assez déceptif en fait au box-office, tentative du coup de films originaux, mais visiblement ça a pas l'air de plaire au public. Et c'est dommage parce que c'est plutôt des bons films. C'est des très bons films, moi je trouve. Jack Reacher qui en fait est un film un peu moyen qui cartonne, et Tom Cruise comme il est constamment du coup à l'écoute de son public, il va se dire en fait il faut que je prenne cette tangente là moi aussi, que je transforme vraiment ma carrière et que je la franchise, et du coup c'est exactement ce qu'il va faire. En 2016 directement il fait Jack Reacher 2, bam, et ensuite il fait l'horrible remake de La Momie, ne regardez pas ce film, et ensuite il fait évidemment que du Mission Impossible, jusqu'à évidemment Top Gun Maverick en 2022 qui est aussi une suite, et je crois qu'il prévoit un 3e film, donc c'est quelque part aussi une franchise. La seule exception c'est comment il s'appelle le film de Doug Liman, Barry Seal, American Traffic en français. Ouais, voilà, exactement, qui marche plutôt bien, donc qui double sa mise, et qui est un peu une curiosité je trouve dans cette période-là, parce que c'est un espèce de film très d'apparence presque documentaire, avec un montage un peu elliptique, et c'est presque une comédie noire. Je trouve que c'est un super film, mais du coup tout le reste ça va être vraiment que du actionneur lambda. Voilà.
Finalement, il est devenu une icône à la fois à l'écran et dans sa vie. Il y a toujours un parallèle entre les deux. Typiquement, il voulait sortir Top Gun Maverick, je crois, sur les services de streaming parce qu'il y a eu le Covid qui a frappé la planète. Et en fait, lui, il a vraiment imposé une sortie du coup cinéma. Ça a fait revenir, soi-disant, les gens en salle. Ça a fait genre 1,5 milliard d'entrées. Et tout le monde a commencé à titrer Tom Cruise a genre sauvé le cinéma hollywoodien. Mais là où c'est aussi fascinant, et dans ce que tu racontes, et Rita, ce que tu racontais sur sa prise de contrôle en tant que producteur sur toutes les productions et les films dans lesquels il joue, c'est que je pense qu'il impose du coup aussi un narratif de plus en plus prégnant, et c'est le cas notamment Top Gun Maverick, dans le dernier Mission Impossible. Mais déjà dans Top Gun Maverick 2, si vous vous souvenez du film, l'histoire de Top Gun Maverick, c'est Maverick qu'on rappelle à la rescousse parce que globalement le numérique c'est de la merde et que globalement il y a que les vieilles bonnes cascades à l'ancienne qui vont nous sauver. Et du coup il y a un sous-texte dans le film qui est même pas un sous-texte en réalité, qui est même le surtexte surligné au stabilo scientologue. Et du coup tu te retrouves avec une espèce de... C'est quelle couleur ça, scientologue? C'est Xenou. Et du coup, il y a comme ça un récit métatextuel du film, je balance des gros mots, qui moi je trouve fascinant justement dans Maverick, que je trouve intéressant parce qu'il est assez touchant. Et du coup, toute cette idée sous-jacente de mais en fait, regardez, Tom Cruise sauve le cinéma, Top Gun Maverick ne raconte que ça. Et du coup, tout ce qui va suivre après, en effet, jusqu'à l'horrible dernière Mission Impossible, où en fait là, Tom Cruise ne sauve pas que le cinéma, il sauve aussi le monde. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup Top Gun Maverick c'est réalisé par Kosinski, qui est du coup le réalisateur de F1 effectivement bientôt, mais de Oblivion. Christopher McQuarrie du coup qui a fait tous les Missions Impossibles, et on a arrêté d'être dans cette espèce de logique de changer des réalisateurs à chaque fois alors que c'était un peu la marque justement de Fabrique. C'est là qu'il agit vraiment comme un producteur, où il va venir vampiriser en fait les auteurs avec qui il a travaillé justement dans le début des années 2010, qui essaie de proposer des trucs un peu nouveaux. Ça n'a pas marché, du coup il récupère pour les mettre sur sa franchise et écrire son histoire. Et du coup il y a cette espèce de logique comme ça de mec qui est presque en fait, j'ai l'impression, le dernier. On parle beaucoup de Keaton et de Chaplin, mais en fait je pense que c'est un des derniers. Wes Anderson c'est peut-être le réalisateur le plus keatonien, et Tom Cruise c'est l'acteur le plus keatonien, dans le sens où il produit, il réalise presque ses films et il se met en scène de manière dangereuse pour produire du grand spectacle pour les spectateurs. En fait c'est exactement la même logique que Buster Keaton. Je dirais presque que c'est même Jean-Paul Belmondo, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait ses propres et qui impose une typographie de son propre nom sur les films à un moment, d'être devenu une marque. Jackie Chan en réalité, en fait même. En fait, c'est quelqu'un du vieil Hollywood. Non, mais c'est une figure du système de studio dans un monde où ça marche plus vraiment, mais c'est le seul qui fait tenir certains studios, quoi. En fait, il a créé autour de lui, manifestement. Il y a des réalisateurs qui ne tournent presque que pour lui. Christopher McQuarrie, là, je crois qu'il a encore 4 projets. C'est clairement son esclave sexuel. Il le jette d'un avion, il le noie à moitié. Enfin, il y a des trucs, je pense qu'il a des kinks et voilà, il les met à l'écran, c'est très bien, bravo. Est-ce que je peux vous demander quel serait votre film de Tom Cruise préféré, Rita? Magnolia, je pense, parce qu'il m'a vraiment traumatisé. La guerre des mondes de Spielberg. Mais Collatéral. Je vais dire Collatéral, et du coup je vais te dire un truc hyper banal, Eyes Wide Shut évidemment. Laurent? Non mais en fait je pense que le rôle de lui que je préfère c'est vraiment Tropic Thunder. C'est peut-être pas son meilleur film, il joue vraiment un petit rôle. Non mais moi j'ai grandi beaucoup en regardant Entretien avec un vampire, qui est un film dont la qualité est discutable, mais lui il est génial dedans. Et Manon? Je pense Eyes Wide Shut aussi. Et alors, comme on a un happening à chaque émission en public, Rita, on va te donner un micro puisqu'on a un petit jeu, on va vous faire participer. Est-ce que tu veux que j'explique ou tu veux expliquer le principe qui a été trouvé par Émile, notre maître des jeux? Attends, c'est pas encore branché. Je peux l'expliquer puisqu'il n'y a pas encore le son du micro. On vous a tiré à la fois des répliques de Tom Cruise et des répliques plutôt de philosophes ou d'hommes politiques. C'est que des personnalités politiques. C'est que des personnalités politiques et vous allez devoir deviner lesquelles sont lesquelles. On essaye de faire jouer le public, nous. Oui, nous on participe pas, je me tais. Sachant qu'on n'a pas les réponses. Et il faut qu'on donne la personnalité qui a dit ça. En fait, le titre c'est « Qui l'a dit ? Un personnage de Tom Cruise ou une personnalité politique ?» D'accord. Plus 1 si vous avez la personnalité ou le personnage de Tom Cruise spécifique. Mais vous pouvez lever la main déjà si vous savez si c'est Tom Cruise ou pas Tom Cruise. Voilà. Donc voilà, si vous répondez, vous dites Tom Cruise ou pas Tom Cruise. Sauf si vous avez la personne précise. Levez la main et je vais faire le plus vite possible. Alors, parfois, résister, c'est rester. Parfois, résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Ouh là là. Alors, parce qu'en fait, le jeu, c'était du fait que c'est toujours très intense, les personnages de Tom Cruise. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir, je meuble pour nos auditeuristes. J'adore comment ce jeu est particulièrement dur. C'est à pile ou face, donc... Quelqu'un est prêt à se lancer? Est-ce que quelqu'un... tu fais la main, sinon t'entendras pas. Vas-y. Alors, dis-nous.
Tom Cruise parce que si un homme politique a dit ça, vraiment. Eh bien, c'était Christiane Taubira. Oh C'est le meilleur jeu. Oui, C'est une femme c'est une politique, c'est je vrai. Bah, les confirme. femmes comptent aussi. Ça leur arrive de parler. Alors, aucun rêve n'est juste un rêve. Moi, j'aurais dit Justin Bieber, tu vois. Ce n'est pas Justin Bieber. Est-ce que quelqu'un veut crier le... Tom Cruise ou pas Tom Cruise? Attends, non. Pas toi, Elisabeth. D'accord. Quelqu'un d'autre. Je me tais. Vas-y. Ah. Quelqu'un dit homme politique. Eh bien non, c'est dans Eyes Wide Shut. C'est Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, le docteur, je sais plus comment. Il est horrible, Émile, il est hyper dur ce jeu. C'est moi qui ai écrit les questions. Ah bah c'est toi qui... C'est l'idée d'Émile, mais c'est enfin, from the twisted mind. Frita, très bien. Devenir exige autant de patience que de rigueur. Devenir, c'est ne jamais renoncer à l'idée que l'on peut encore grandir. Wow. Ah, Quelqu'un ça qui- chuchote dans le fond de la salle, on tente sa chance. Ça sent la personnalité politique, moi je dis, mais... Quelqu'un dit C'est alors c'est pas une quelqu'un phrase dit- de Sarko, Sarko, eh bien quand tu vas savoir qui c'est, quel fou rire, c'est Michelle Obama, parce que c'est le dans son livre Devenir. Je pensais que ça allait être plus facile pour vous, mais en fait ça marche super bien, personne ne comprend. Ok. On parle encore de rêve là, donc un jour votre rêve viendra, un jour vous vous réveillerez, vous réalisez que votre rêve n'a jamais eu lieu, un jour vous vous réveillerez vieux et votre rêve n'aura jamais eu lieu. Il violent. y a une espèce de figure de style, quand même, de Ouais. répétition, un Ouais. peu comme ça. Donc c'est assez littéraire, c'est peut-être... je sais pas. Ouais, là ça devient compliqué. Quelqu'un veut crier un... Ouais, vas-y, dis-moi. Quelqu'un dit Tom Cruise, oui, c'est Collatéral. C'est qui vous voulez ce soir. Bravo, premier vainqueur. C'est comment s'appelle le personnage dans Collatéral? Vincent. Vincent, 33 ans. Ok. Ensuite, je suis la personne en charge de la situation. Je suis celui qui dit oui, maintenant, ici. C'est de l'ordre de l'évolution, de l'anthropologie, de la biologie. C'est animal. Nous sommes des hommes et on va pas s'excuser. J'ai cru que c'était Donald Trump, mais il peut pas utiliser des J'ai mots pas aussi utilisé compliqués. Donald Trump aujourd'hui. Donc en fait, non. Ouais. Ah. Pas Tom Cruise. Quelqu'un a une autre possibilité? Moi je dirais Tom Cruise. Juste Ouais. pour contredire. C'est Tom Cruise. Est-ce que quelqu'un peut tenter un film vu ce qu'il dit? Ouais. Alors attends. C'est Magnolia. C'est carrément Magnolia, mais ça aurait pu être Andrew Tate. Ça aurait pu. C'est vrai. Ou Donald Trump. Il est vrai. Non, les mots sont trop compliqués, je te dis. C'est pas possible. Ça pouvait pas être Trump. La femme idéale, c'est la femme de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Oh là là. Oh merde. J'espère que c'est un personnage. Même moi, je suis. Attends, quelqu'un dit derrière? C'est un homme politique en effet. Je pense que vous pourrez trouver. Tu l'as? Je vous dis la quote totale. C'était. Attendez, la femme idéale, c'est la femme corésienne de l'ancien temps. J'ai enlevé Jacques Chirac. Eh oui, c'est Jacques Chirac. Wow. Bien joué. Bien Quand joué. j'ai lu ça, je Un me suis point. dit, super. N'oublions pas qu'après la guerre, il faut construire la paix. Ce qui finalement est très vrai. Quelqu'un a l'air de connaître la peut-être comme il est prêt. Non. Tom Cruise, non, c'est Not Cruise et. C'est effectivement Not Cruise. Qui est un homme politique de Savoie. C'est Dominique de Villepin. Ah. Oh. On est dans les 3 dernières. Alors, nous avons gagné la guerre, mais ils ont détruit la moitié de la planète. Waouh, enfin, c'est Moi, de plus en plus chelou. Hein. Je commence à avoir peur. Ah, Et moi, Alban Crie. C'est pas Tom Cruise dans La guerre des mondes. le film La Bah guerre oui. des mondes? Non, c'est dans Oblivion. Ah, oui, bon. Mais tu avais Oh, pris, tu avais Tom Cruise quand même. Vous voyez, cher ami, ce qu'il y a de bien quand on n'est rien, c'est qu'on est très gentil avec vous. C'est à se demander pourquoi on veut absolument devenir quelque chose. Passez une bonne après-midi. Jules et Jim. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Vous allez hurler. Tom Non, Cruise c'est pas Tom Cruise. C'est le plus grand auteur de la 5ème République. C'est les jeux Oh généraux. non. Yuri, c'est qui c'est? C'est Bruno Le Maire. Oui. Dans son fameux livre où il parle d'autres renflements bruns, etc. Et enfin, Mon Dieu. on a une belle... En fait, ça me fait chier d'avoir la référence. Merde. Et enfin, il existe 4 types de personnes qui s'engagent dans l'armée. Pour certaines, c'est une tradition familiale. D'autres sont des patriotes désireux de servir leur pays. Ensuite, il y a ceux qui ont simplement besoin d'un emploi. Et enfin, il y a ceux qui veulent un moyen légal de tuer d'autres personnes. Wow, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. J'aurais C'est la espéré que dernière, c'était Top Gun, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Non, personne veut... Ah, Vas-y. qui une voile. Ah, il y a une main qui s'est levée. Tom Cruise dans... C'est ça, Tom Jack Cruise dans Jack Reacher. Bravo. Bravo, 2 points. Bien Excellent. joué. Bravo. Merci à On a vous. donc un vainqueur avec 2 points, je crois. Absolument. Et bah félicitations. On va enchaîner sur le reste du programme. On va parler maintenant de le rendez-vous de l'été de Valentine Cadic et Alban après avoir joué nos T'allais dire renflement. Non, sors de ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonne journée.
madame, le sac, ça va pas être possible. J'ai une jeune femme là qui a un sac de voyage rempli d'affaires personnelles non risquées. Les gens, ils sont cons, hein, tu peux les arnaquer. Ok. Au cœur des Jeux Olympiques de Paris 2024, Blandine, 30 ans, est venue de Normandie pour assister aux compétitions de natation et retrouver une demi-sœur perdue de vue depuis 10 ans. Alban, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même quand j'ai vu le titre Le Rendez-vous de l'été, c'est que ça me fait penser à un film d'un de tes réalisateurs préférés, Michael Hurst, qui était Ce sentiment de l'été, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est pas du tout le même. Ils ont pas grand-chose en commun. Hein. Non, à part le titre et à part que ça se passe l'été, mais sinon c'est pas... Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Dommage. Ouais, en fait, c'est un premier long métrage. Il y a eu un cours avant avec la même actrice et le même personnage qui se passait pas pendant les JO et je crois même pas à Paris, c'était dans un camping pendant les grandes vacances. Là, c'est un film, moi, qui m'a... En fait, c'est un film qui réussit lorsque le personnage principal, avec cette actrice dont j'ai oublié le nom, mais j'aimerais bien qu'on me le redise, c'est soit son premier rôle, mais qui est vraiment excellente. Le film est vraiment taillé pour elle et je pense qu'il y a une... Blandine Madec, je l'appelle comme le personnage. Il y a vraiment la naissance à la fois d'une actrice et d'un personnage que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Ensuite, le problème, c'est que le film, dans sa construction et dans son scénario, ne dit pas grand-chose d'autre que dresser le portrait de ce personnage-là. Et donc, on se retrouve avec des scènes qui sont, pour la plupart du temps, anecdotiques, et les JO devient aussi simplement un décor, et je trouve qu'elle n'en fait pas assez, elle n'en fait pas un sujet, elle n'en fait pas un personnage, alors qu'il y avait énormément de choses à faire. Le film ressemble, en termes de style, à un mélange entre La bataille de Solferino et un film de qui était le premier film de Justine Triet. Le premier film de Justine Triet, et on va dire un indie movie français assez classique. Indie pour indépendant. Indie pour indépendant. Je m'y remets. On produit tous les anglicismes ce soir. Voilà, moi j'ai trouvé le personnage principal vraiment très attachant, très intéressant. On sent qu'elle est toujours sur une faille, au bord d'exploser, alors qu'elle se force en fait à être un personnage gentil qui essaye d'être agréable avec tout le monde. On sent qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue derrière ça. Et la sensation que ça m'a fait, c'est à la fin du film, sans trop spoiler parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil, elle rentre chez elle parce qu'à Paris, elle y était pour les vacances. Et là, on a l'impression que débute un second film. Et c'est précisément le film que j'ai envie de voir. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir vu le deuxième volet d'une trilogie, pourquoi pas, sans avoir vu mais qu'on me propose le deuxième sans que j'ai vu le premier. Et il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, parce que on n'a pas le temps en fait de découvrir vraiment ce personnage, alors même que c'est l'intérêt du film. Donc je pense que si on continue à suivre cette actrice, notamment avec cette réalisatrice, qu'elle nous propose d'autres versions de ce personnage-là, moi je suis totalement pour, mais là je suis un petit peu resté sur ma faim. Manon aussi, toi t'es resté sur ta faim avec Le Rendez-vous de l'été ? Non, moi je suis sortie vraiment bouleversée de ce film et j'arrive pas trop à comprendre sur quelle corde ça a appuyé, mais je trouve que c'est vraiment un film sur la gentillesse. Pour moi, ce personnage, il est pur et bon et vraiment gentil, sans... Enfin, il cache rien d'autre, quoi. Et t'as raison, c'est complètement Justine Triet. Et c'est aussi... et moi, je crois que c'est un peu mon talon d'Achille, ce genre de film. C'est vraiment le film avec ces personnages féminins un peu paumés qui errent l'été dans des villes. Il y a Eva en août, il y a Le Rayon Vert, tout ça. Et, ça, c'est des bons films. Et ouais, mais alors moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, mais notamment parce que je trouve que c'est un des plus beaux personnages de cinéma que j'ai vu depuis longtemps, et une des plus belles interprétations aussi. Enfin, elle a vraiment quelque chose de... Elle aurait pu tomber dans le clown très rapidement, je trouve, parce que c'est un personnage qui est un peu maladroit, qui est un peu goofy. Et pas du tout, je trouve que vraiment elle arrive toujours à être sur une ligne hyper juste, mais aussi parce que le scénario lui donne aussi cette opportunité d'être pas juste un clown, notamment je trouve en castant India Air pour jouer sa sœur, qui est la grande sœur un peu dure, qui est la grande sœur un peu pressée, qui a d'une famille, enfin voilà. Et je trouve que India Air a eu par le passé ce genre de rôle complètement, un peu maladroit. Ouais. Voilà, complètement. Et du coup, je trouve que de lui faire endosser l'autre rôle dans la fratrie, c'était assez intelligent. Et moi, j'ai adoré voir ce pari des JO. J'étais pas à Paris pendant les JO, et ça, il y a un côté presque documentaire. Enfin, j'ai adoré cette balade. Et j'ai vraiment été extrêmement émue par ce film. On peut pas dire que les JO, il n'y a pas du tout d'aspect documentaire comme la bataille de Solferino aurait pu l'être pour un autre sujet. Là, les JO, c'est un décor. Ça n'intervient jamais, sauf une fois où elle rentre dans un lieu, dans une piscine, en fait, parce qu'elle va à la rencontre d'un garçon qui va devenir son ami dans la dernière partie du film. Mais en fait, elle en fait presque rien dans le scénario et à la fois dans l'histoire et même dans la trajectoire de son personnage. En fait, ça aurait pu être les JO, les vacances d'été en camping ou
au ski que ça aurait été exactement le même sujet. Ouais, mais je trouve que ça nourrit quand même plein de choses, notamment toutes ces rencontres qui ont dû avoir lieu un peu par hasard, comme ça, que je pense qu'ils ont vraiment eu lieu pendant les JO. Enfin, ça nourrit plein de belles choses. Il y a quand même tout l'aspect un peu politique quand même aussi des JO via le personnage du père qui est complètement anti-JO et qui participe à des manifestations et tout. Et ça il y a quand même, ça imprègne le scénario. Oui, exactement, ça l'imprègne, mais en fait, ça ne fait qu'esquisser en fait ces sujets-là. La dimension politique, elle intervient. On a l'impression qu'en fait, on l'a rajouté limite après parce qu'on lui dit, faudrait que tu parles quand même des gens qui sont contre les JO parce qu'en fait, il y a eu énormément de choses qui se sont passées par rapport aux JO sur le délogement, etc. Et je pense que c'est important de l'avoir dit. Simplement, elle s'attarde pas assez sur ces sujets-là, comme elle s'attarde pas assez sur ses personnages, sur ses décors. Il y a des scènes de nuit qui sont magnifiques, que ça soit au but de Chaumont, que ça soit sur un balcon. Moi, j'avais envie de voir ça plus longtemps et en fait, elle me donne envie, mais finalement, cette envie part rapidement parce qu'elle en fait rien. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on sent que c'est quelqu'un qui a du talent et par ailleurs, là où je suis d'accord avec toi, c'est que cette actrice est vraiment magnifique. Ah, mais il lui faut, Karim Leclou parlait du César de la gentillesse, il lui faut à elle aussi le César de la meilleure actrice. Oui, non, complètement. Je trouve que c'est un personnage tellement beau et une actrice qui l'interprète aussi avec énormément de grâce. Et voilà, je trouve que pour cette actrice-là et pour voir ce qu'elle pourrait devenir en fait dans le futur, il faut aller voir Le Rendez-vous de l'été. Mais pour le reste, pour le scénario ou pour la réalisation, pas forcément. C'est un premier film un peu fragile, mais voilà, que vous pouvez aller voir en connaissance de cause. Et puis on suivra la suite de la carrière de cette comédienne et de la réalisatrice. Et le dernier film ce soir dont on vous parle, c'est Kneecap de Rich Pepiat. You know what? Every story about Belfast starts like this. But not this one. This is Nisha and me, and we found our calling. Kneecap, c'est un groupe de rap irlandais et trio de Belfast qui devient la figure de proue improbable d'un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver leur langue maternelle. On va pas faire la critique en gaélique, mais on aurait pu. Manon, ce Kneecap... Tu connais des gens qui auraient pu ? Bah peut-être toi, je sais pas, t'as pas bossé ? Bah non. Bah je sais pas, taf pour cette émission, qu'est-ce que tu fais ? Manon, tu es la bonne élève, toi t'as bossé ton gaélique. Évidemment. Ouais, c'est un vrai faux biopic, c'est-à-dire que c'est eux qui jouent leur propre... Enfin, c'est les vrais membres du groupe qui le groupe existe réellement. Le groupe existe, ils jouent leur propre rôle, mais il y a quand même beaucoup d'éléments fictionnés. Mais en fait, on sait jamais... moi, je connaissais pas du tout ce groupe. On sait jamais vraiment quoi. Et je trouve que le film tire de ça quelque chose de hyper ludique. En fait, je trouve que c'est extrêmement bien dosé, la fiction, non-fiction, et ça donne vraiment des scènes, par exemple, notamment leur rencontre avec leur manager en prison, qui est un prof de gaélique et qui, du coup, vient traduire un des mecs dans la prison parce qu'il veut pas parler anglais. Voilà, je trouve que leur rencontre est vraiment... Qui est une scène qui est vraiment arrivée. Ah, ça, c'est vraiment arrivé. En fait, il a vraiment refusé de parler anglais lorsqu'il se fait interroger par le... Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré... ça, je sais pas, mais en tout cas, cette scène de rébellion face à l'anglais est vraiment arrivée. Ouais, ça m'étonne pas. Et voilà, et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très ludique dans le film. Il y a plein de codes aussi, enfin ça mélange plein de choses. Je trouve que moi j'ai retrouvé pas mal de codes un peu teen movie anglais avec la voix off, avec des choses écrites sur l'écran. On nous met beaucoup de, enfin voilà, tout le thème et sur la langue et l'importance du gaélique et vraiment la langue en tant que carme politique. Et du coup, on n'entend que du gaélique, ils nous écrivent du gaélique à l'écran. Enfin presque on pourrait apprendre le gaélique effectivement avec ce film. Et donc voilà, on retrouve des codes un peu de teen movie anglais comme ça. En même temps, il y a un gros fond social, sociétal. C'est hyper drôle. Les acteurs, c'est quand même je trouve un exercice de jouer son propre rôle tout en intégrant de la fiction dedans. Je trouve ça quand même assez fort. Il y a quelques petites tics, je trouve, un peu datés, peut-être justement dans le montage très cut, notamment tous ces ajouts un peu qui parfois sont un peu trop. Mais c'est un film qui a tellement, je trouve, de cœur, tellement d'énergie. Enfin, on sort de cette séance vraiment transcendée. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film... vraiment génial. Alban, si je te cite, pendant cette semaine, quand tu l'as vu, tu t'es demandé quand même ce que tu regardais. Oui, peut-être. Je crois que t'as été impressionné dans le bon sens, mais tu t'es demandé ce que tu regardais quand même. Ouais, pour en avoir beaucoup parlé depuis que je l'ai vu, je trouve que c'est vraiment moi, ça va être dans mon top de cette année, c'est vraiment un chef-d'œuvre ce truc. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai été aussi surpris parce que j'avais un peu la flemme de voir ce film, mais ouais. Bravo. Non, mais en fait, je ne savais pas qui était ce groupe, je ne savais pas ce qu'on me proposait. Mais il faut dire que le titre est hyper cryptique et non mais l'affiche est cryptique, tout est cryptique. Et en fait, c'est une véritable claque, et tu l'as dit Manon, parce que c'est un film
film qui a énormément de propositions, qui a beaucoup d'énergie, qui a énormément de panache. C'est quelque chose qui se veut vraiment porter en fait à la fois une forme de message politique assez radical sur ce que c'est que Belfast, les quartiers ouest de Belfast, la pauvreté, la misère, et en même temps cette forme de rébellion par la langue et par la culture et par la dimension sociale que ça recouvre. Et je trouve que ce film-là le fait de manière complètement brillante parce que c'est pas un film de Ken Loach, c'est pas un film... on en a déjà parlé. Gratuité. On a tout le temps des auditeurs qui nous demandent de pas dire du mal de Ken Loach. Enfin. Non, mais en fait, il y a cette veine-là, mais il y a énormément de choses dans le film qui fait qu'en fait, la veine du film social ne vient pas appauvrir le film en termes de propositions et ne va pas le plomber non plus. C'est un film qui est hilarant par moments. C'est un film qui propose aussi des vrais personnages de cinéma, des vraies histoires d'amitié, des vraies histoires d'amour, des vraies histoires de sexe. Je trouve qu'il y a des vraies propositions de cinéma et ça fait vraiment du bien de voir quelque chose que tu as vu nulle part ailleurs, que moi j'avais jamais vu avant, avec un groupe de rap qui existe vraiment, dont j'avais jamais entendu parler, qui sont par ailleurs dans la sauce actuellement pour plein de raisons. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment il y a Fassbender qui joue le père d'un des trois gars. Mais oui, mais je te dis, ce film c'est n'importe quoi. Et en fait, et en même temps, ça écrit aussi l'histoire politique de l'Irlande du Nord. Ça dit quelque chose de la manière dont se transmet aussi ces actes militants, ces luttes même politiques. Je trouve que le film est vraiment malin, le film est brillant, et il faut vraiment foncer aller voir NICAP, quoi. Laurent, qu'est-ce que tu peux rajouter sur NICAP ? Difficile, je suis 100% d'accord avec vous deux. J'ai pas grand-chose à rajouter, à part que oui, en effet, je trouve que c'est brillant, que c'est génial. Moi, je suis assez surpris. Je crois que c'est la première fois que je vois un film qui a un point de vue sur la linguistique, c'est-à-dire que concrètement... Et c'est le propos le plus intéressant. Voilà, qui vient t'expliquer que en fait, une langue, elle n'existe que si elle est vivante, et que essayer de l'enfermer dans un musée, plutôt que de la faire vivre et de faire du rap avec, c'est la détruire. Enfin, il y a des trucs vraiment super intéressants. Et avec des personnages, avec des acteurs qui se jouent eux-mêmes de manière vraiment brillante, des personnages qui sont incroyables. En fait, je pense que c'est même plus violent quand on est irlandais, parce que toute l'imagerie en fait du groupe, rien que le terme NICAP, il l'explique dans le film. Rien que le personnage du DJ. On n'a pas assez parlé de DJ Provide. Qui s'appelle DJ Provide, qui est comment dire, qui en fait rien qu'un terme qui désigne des terroristes. Enfin, il y a un truc vraiment genre violent, hyper punk en fait, hyper hardcore dans leurs propos et dans la manière dont ils s'emparent de ce sujet pour l'esthétiser et en faire de l'art. Et en même temps, ils se présentent dans le film comme des abrutis complets. C'est assez vénère, je trouve, de voir des mecs qui sont prêts à se foutre de leur gueule de ce niveau-là, avec des scènes en fait qui sont même d'ailleurs avec des trucs de réalisation assez cool. C'est-à-dire la scène où ils font un concert dans un bar sous kétamine où ils comprennent plus rien. Non, mais cette scène m'a fait hurler de rire. Cette scène est à hurler de rire, et honnêtement, la manière dont ils filment les gens sous kétamine, ça ressemble un peu aux effets qu'on peut avoir avec de la kétamine. Enfin, il y a vraiment des trucs. Ils sont forts. Le mec qui a fait ça, c'est un premier film, et lui, il est vraiment sérieux. Il avait des idées, il avait des envies. Ils avaient des mecs qui avaient envie de faire un peu n'importe quoi, de rigoler et de raconter un truc intéressant, et ça donne un objet un peu invraisemblable, original et drôle. Alors je suis d'accord, il y a 2-3 trucs un peu datés qui sont un peu gimmicky et qui sont pas hyper intéressants. Il y a en fait, le film est un peu écrit au fil de la plume, on a l'impression. Il y a un peu des trucs qui viennent. C'est pas hyper tenu comme intrigue, mais en même temps, c'est tellement drôle, et il y a des situations qui sont tellement incroyables qu'en fait, on arrive à être tenu pendant l'heure 45 du film. Donc non, moi, je pense que, au bout de 4 minutes et demie, je savais déjà que ça allait probablement rentrer dans mon top. Sachant que la première scène, c'est déjà incroyable. C'est déjà une suite de keufs où en fait le gars est sous kétamine dans un bus, et en fait et l'autre mec il se fait mordre par un chien sous MD, et du coup il est en train de vivre. Incroyable. Tu voulais rajouter quelque chose, Manon? Dépend pas de tout le film. Je voulais rajouter que c'est un biopic musical avec énormément de musique, et ça c'est vraiment cool à voir, quoi. Enfin vraiment, ils ont mis vraiment le paquet sur le rap. On entend beaucoup le groupe, et je trouve que c'est après le biopic sur Dylan où pareil il y avait énormément de musique. Je trouve que c'est cool que la musique reprenne autant de place dans les biopics musicaux. C'est plutôt pour me plaire. Et musicalement, ça ressemble, pour les gens de ma génération des années 90, ça ressemble à du TTC mais avec une conscience politique, quoi. Et rappé en gaélique. Ça ressemble plutôt à ça. Bon, c'est bien, on est montant en puissance. On a commencé par les plus mauvais films, on termine par le meilleur, et évidemment le vraiment meilleur, c'est celui qu'on vous diffuse juste après. Mais c'est l'heure de la carte blanche cette semaine, c'est moi qui m'y colle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour.
J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Fuck le small talk, tout ce que je veux savoir, c'est à quel moment t'as lâché Walking Dead. Je traduis ici un post qui a pas mal tourné sur les réseaux et qui dit 2 choses. D'abord que peu de gens sont allés au bout de la plus célèbre des séries de zombies, adaptée d'un comics culte et qui fut longue de 11 saisons, 117 épisodes et maintenant 6 spin-offs. Et ensuite que le moment où tu t'es arrêté de le regarder en dit long sur toi. Pour ma part, j'ai lâché Walking Dead au premier épisode de la saison 7, comme beaucoup de monde, ce qui, si je me réfère au post, fait de moi quelqu'un de tristement banal. Sur HBO, où la série était diffusée aux États-Unis, c'est 6 millions de téléspectateurs qui ont abandonné le navire entre cet épisode, donc ce premier épisode de la saison suivi par 17 millions, et la fin de la saison, ils ne seront plus que 11 et moins de 6 à partir de la suivante. Autrement dit, c'est un naufrage, alors forcément, je me suis demandé pourquoi cet épisode clé a tout fait basculer, et plus largement, à quel moment une série trahit son public. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez vous boucher les oreilles ou couper le son une petite minute, le temps que je revienne sur ce qui se passe dans ce fameux épisode 1 de la saison 7. La série vient d'introduire un nouveau méchant, Negan qui a la tête d'une sorte de gang et se promène toujours avec une batte de baseball entourée de fils barbelés qu'il a baptisé Lucille. Oui, sa batte a un petit nom et elle va jouer un rôle central dans cet épisode puisque Lucille va rencontrer la tête de Glenn, l'un des héros historiques de la série. Dans la scène en question, Negan tue un premier personnage avant de décider subitement d'en tuer un deuxième, Glenn. Connu pour être l'une des morts les plus marquantes et choquantes de l'histoire du petit écran, la scène est d'une brutalité rare, elle dure, les coups sont nombreux et répétés, 16 si j'ai bien compté parce que oui, je l'ai rematé par professionnalisme. Elle est gore, avec un œil de Glenn qui sort de son orbite avant que son cerveau ne soit carrément réduit en bouillie sur le sol. Et surtout, elle est d'une violence psychologique inouïe, parce que déjà, elle se déroule sous les yeux des personnages impuissants, dont Maggie, la copine de Glenn, enceinte, et Rick, le héros de la série. Et aussi parce que Negan se moque de Glenn, de son œil qui sort et de son incapacité à articuler à mesure qu'il le frappe, donc ambiance. Je tiens à préciser que je suis pas spécialement rebutée par la violence au cinéma ou à la télévision, et qu'à une époque où les séries les plus populaires coupaient les têtes de ses héros, la mort de Glenn n'est pas non plus spécialement une surprise, d'autant que la scène figurait déjà dans le comics et était donc même attendue par une partie du public. Mais alors pourquoi est-ce que les spectateurs se sont sentis trahis ? Ça pose évidemment la question du contrat qu'on passe avec une série, et a priori, là aussi Walking Dead, en mettant en scène une apocalypse zombie, n'avançait pas spécialement masqué côté violence, sans compter que plusieurs personnages importants avaient déjà perdu la vie. Ce qui diffère avec la mort de Glenn, pour moi, il y a 3 choses. C'est déjà la manière, le sadisme de son massacre, l'humiliation en plus de la torture, qui même au vu des standards de la série a de quoi déranger. Son timing ensuite, la scène intervient tôt dans l'épisode, en ouverture de la saison puisque c'est le premier épisode, et qui plus est après un premier meurtre, ce qui ne répond pas aux conventions narratives habituellement adoptées pour dramatiser un événement. Et enfin, c'est le sens qu'on donne à cette mort, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Une grande partie du public a vécu la mort de Glenn comme injuste parce qu'inutile, et ce même public qui saluait jusqu'ici la radicalité de la série s'est tout à coup mis à douter. Est-ce que cette cruauté sert l'histoire, ou est-ce qu'elle vise seulement à nous choquer ? Et si elle vise seulement à nous choquer, est-ce que c'est ce que je recherche en regardant la série ? Est-ce que c'est le même contrat que j'ai signé avec elle 7 saisons plus tôt ? Beaucoup ont considéré que la mort de Glenn avait accentué une impression de nihilisme de plus en plus présent dans la série, comme si, même au milieu de ce combat pour la survie et dans cette fresque désespérée sur les États-Unis, parce que c'est ce que la série raconte à ses meilleures heures, il devait subsister une lueur d'espoir pour justifier qu'on souffre autant en la regardant. Cette question de l'espoir, pourtant, la série, elle la traite de manière négative depuis ses débuts, du moins en ce qui concerne l'épidémie zombie. Il n'y a a priori ni remède ni solution, et chaque éclaircie dans la tempête s'avère un mirage. Du coup, en ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse se sentir franchement trahi. En revanche, la série présentait jusqu'ici des développements de personnages positifs, puisque certains, dont Glenn, petit livreur de pizza avant l'apocalypse, se révèlent dans l'adversité. Et c'est peut-être en ça qu'on peut se sentir trahi. Si je caricature volontairement, la mort de Glenn et une autre qui suivra une saison plus tard pose la question du sens de la série qu'on regarde, s'il n'y a aucun espoir, que tous les personnages sont voués à une mort certaine et violente. Alors pourquoi je continue de suivre leurs aventures, et donc finalement pourquoi je continue de regarder la série? Avec le recul, même l'équipe créative reconnaît qu'elle a déconné. La scène arrivant tôt dans l'épisode, il y avait pas mal d'enfants par erreur devant la télé. Le showrunner a parlé d'une bascule volontaire de ton, mais qu'ils avaient dû réajuster. Ensuite, le réalisateur a exprimé ses regrets, et Andrew Lincoln, qui camprique, le héros de la série, persiste à dire qu'il pense, et je cite, « Ils ont dépassé les bornes ». Beaucoup d'encre a coulé sur le sujet, avec une interrogation qui revient. Faut-il poursuivre la série après la mort de Glenn? Même pour ceux qui n'auraient jamais regardé, faut-il regarder la série malgré cette scène? En ligne, notamment sur Reddit, les fans se plaignaient de voir cette question posée sur tous les posts de
Walking Dead. Ils élaborent sur des véritables raisons pour lesquelles les téléspectateurs ont quitté la série après la saison 7, peut-être aussi une baisse de qualité narrative, allez savoir, et se demandent si la réception aurait changé si l'ordre des morts, donc c'est-à-dire Glenn puis l'autre personnage, avait été inversé. Alors peut-on en vouloir à une série d'être trop radicale ou trop désespérée, et a-t-on le droit de se sentir trahi lorsqu'elle rompt avec ses codes de départ ? À titre personnel, je dirais plutôt que non, parce que j'aime lorsqu'une série prend des risques, se transforme avec le temps et assume sa vision jusqu'au bout, mais pour garder son public engagé, c'est un jeu d'équilibriste sur lequel j'aimerais me pencher plus largement, mais faute de temps, je dirais que il y a d'autres séries qui ont mieux réussi à ce jeu-là, et que bien que les audiences en aient pris un sacré coup, Walking Dead a survécu à Glenn. Elle a connu 4 saisons ensuite, plein de spin-offs, et là où c'est intéressant, c'est que l'équipe créative s'est efforcée de donner du sens à la mort de ce personnage en réparant ce sentiment de gratuité qu'il avait laissé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que la dernière saison y rend un espèce d'hommage inversé, et que cette scène agit comme le trauma fondateur sur lequel se construit l'un des spin-offs Dead City, comme quoi ils auront réussi à donner matière au récit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, et tout de suite on vous laisse avec quand même un chef-d'œuvre de Michael Mann, je vais bien le prononcer, Collatéral. Bonne soirée à tous.